Donc, bienvenue à Monsieur Bruno Retailleau. Donc, effectivement, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très agréable, surtout que vous avez une journée un petit peu chargée, si j'ai cru comprendre, directeur de cabinet. Donc, Monsieur Retailleau, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est sénateur de la Vendée, a été le président du Conseil général de la Vendée pendant de nombreuses années. Et j'ai souhaité que M. Bruno Retailleau intervienne pour une question simple. Alors après, à lui de l'exprimer avec ses mots. C'est comment voyez-vous la politique foncière en tant qu'ancien président du Conseil général et plus généralement au niveau de la région? Vaste sujet. Et j'ai 2 heures pour vous en parler au moins. Merci en tout cas. Je suis très heureux d'être ici à Terra Botanica, qui est d'ailleurs dirigé par quelqu'un que je connais bien, qui a été mon directeur de cabinet dans une autre vie. Donc je me suis dit que j'alliais l'utile et l'agréable en venant ici. Je voudrais vous saluer, notamment Monsieur le Président, les présidents qui sont là, les intervenants. J'ai pas eu le temps de les suivre, mais j'avais une conférence à Dauphine sur le numérique, qui est une de mes spécialités parlementaires. Et donc, il fallait que je sois à Paris et je ne pouvais pas gagner Angers avant 16 heures. Je suis heureux d'être là dans la mesure où on est à un moment un peu particulier quand même, pas seulement de la maison individuelle, mais d'un grand secteur du bâtiment. J'ai fait, il y a 3 semaines, tout près d'ici, c'était à Saumur, une réunion avec les acteurs, notamment départementaux, mais aussi régionaux du bâtiment. J'ai vu à la fois des gens qui se battaient, mais en même temps des entreprises qui étaient en souffrance. Moi, je pense qu'on va sortir du tunnel. Je pense qu'il faut avoir un message qui est un message positif, que les indicateurs de début d'année montrent qu'il y a un frémissement, mais on ne peut pas avoir de message positif si en même temps on n'a pas un langage de vérité. Avoir un langage de vérité, c'est faire le point sur le trou d'air que la maison individuelle, le logement traverse aujourd'hui en France. Et vous êtes, chacun d'entre vous, beaucoup mieux spécialisé, instruit que moi sur ce point-là, pour que j'en vous en fasse une leçon. Simplement, je vous rappelle quelques chiffres que vous connaissez aussi. On n'a jamais aussi peu construit de logements. Je ne parle pas seulement, bien sûr, de la maison individuelle en 2014 en France. On est à peu près, à quelques milliers près, on est à peu près au niveau d'étiage où on était en 1940, juste avant la guerre. Bon. Autre chiffre, on a perdu à peu près 20 000 emplois en une année. Je parle au niveau national. En une année, au niveau régional, on en parlait avec votre délégué tout à l'heure, en 10 ans, on a perdu à peu près 18 000 emplois. C'est catastrophique. Avec des entreprises qui sont réparties sur l'ensemble de notre territoire. Les entreprises, notamment du bâtiment, ne sont pas des entreprises souvent qui sont très concentrées dans des grandes villes, dans la métropole régionale, dans les chefs-lieux de département. Ce sont des entreprises qui sont clairsemées sur l'ensemble du territoire, qui sont un peu le poumon économique. J'en sais quelque chose en Vendée, où traditionnellement on a un double marché qui est extrêmement dynamique, aussi bien le marché de la maison secondaire avec le littoral, que le marché classique et avec une accession à la propriété qui est l'une des meilleures de France. Et moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Quand je vois un certain nombre d'intellectuels qui font le procès de l'étalement urbain, on en parlera tout à l'heure, en tout cas d'accession individuelle, je pense qu'on peut dire des choses. Donc, quelques chiffres qui sont, je trouve, des chiffres absolument catastrophiques et qui sont en train de déprimer l'économie française de façon absolument claire. Deuxième élément, si on a ce trou d'air, c'est parce qu'il y a sans doute la crise, mais ça n'est pas parce qu'il n'y a que la crise. La situation aujourd'hui de votre secteur, au sens large du terme, c'est en même temps le fruit, c'est en même temps la conséquence d'un mal français. C'est la conséquence d'une conjonction de raisons qui sont, je trouve, françaises et qui tiennent à des mentalités, des pratiques, notamment de politique publique française. La France, elle est devenue championne du monde de la dépense publique. Est-ce que vous imaginez que nous sommes dans un pays, et j'espère que comme moi vous aimez le pays, notre pays qui est la France, mais nous sommes dans un pays où 57,4 ou 5% de la richesse nationale part dans la dépense publique.
c'est pas la Corée du Nord, c'est pas l'ex-Union, c'est la France du XXIe siècle. Et quand vous faites ce constat-là et que vous vous déportez sur le secteur du bâtiment, vous avez un secteur, pas vous, c'est pas vous qui êtes subventionné, mais on a 40 milliards d'euros de dépenses pour soutenir une activité et un secteur d'activité qu'on soutient mal, parce qu'on voit bien qu'on produit de moins en moins de logements, mais on dépense toujours plus. Il y a donc un problème. Pas un problème spécifique au bâtiment, mais c'est aussi un problème français dans la mesure où, dans plein de domaines en France, je pense par exemple à l'éducation, où on ne cesse d'accroître les budgets, et en même temps qu'on accroît les budgets, l'inégalité dans nos écoles est en train d'augmenter. Et on a l'une des écoles de la République, en France, qui a à la fois des moyens, mais qui produit des inégalités comme peu de pays au monde en produisent. C'est quand même incroyable. Deuxième élément, deuxième caractéristique, on a aussi un mal français qui est le mal de la bougeotte législative. Je le disais hier d'ailleurs au Sénat, sur un texte, peu importe. On fait des lois en l'échange. On a juste fait une loi, je vous parlerai peut-être de la loi Allure, que ça fait déjà deux lois après la loi Allure qu'on vote, enfin, dans un certain nombre de lois, y compris la loi Macron, pour détricoter la loi Allure. Et on dit que le processus législatif est trop long en France. S'il y avait moins de lois, de bonnes lois, et si on n'était pas obligé de remettre sur le métier des lois qu'il faut détricoter, ça irait beaucoup plus vite. On ne passerait pas nos nuits, nous, à légiférer, on ferait moins de bêtises, et la France s'en porterait mieux. Parce que quand je vous dis que le mal français, c'est la réglementation, vous savez comment appellent les Chinois la France, ou plutôt comment l'écrivent. Ils l'écrivent avec deux idéogrammes. Pays, loi, et vous traduisez ça en mandarin ou en français, le pays des lois. Et Montesquieu disait déjà, la France, on a autant de lois que dans le reste du monde. Mais cette surréglementation, qui produit à peu près 400 000 normes empilées depuis des années et des années, c'est absolument destructeur pour l'économie. Il suffirait de baisser un certain nombre de normes, sans que la puissance publique, d'ailleurs, n'y mette 1 euro de plus. Quand je vous dis qu'il y a 40 milliards, ce n'est pas en mettant des milliards et des milliards d'euros supplémentaires qu'on relancera le bâtiment. Si on avait moins de normes, je vais vous en donner un exemple. Chez moi en Vendée, désormais, c'est bien connu, on est un pays sismique, département sismique. Bon. L'autre jour, je vais dans une commune, le maire, on est à Beauvoir, hein, le maire venait de faire une extension de 30 mètres carrés. 30 mètres carrés sans étage. Extraordinaire. Et il me dit, il me fait visiter, il me dit regarde, etc. Il me dit, tu ne peux pas t'imaginer, ça m'a coûté des dizaines de milliers d'euros en plus. Il a fallu que je mette 12 pieux, à je ne sais plus 6 ou 7 mètres dans le sol, pour assurer la norme antisismique. Pour un bâtiment qui est occupé quelques heures la journée, où personne ne dort, dans le Marais breton, mais où va-t-on? Et c'est 30 ou 40 milliers d'euros de plus que dépense la commune, c'est 40 milliers d'euros du contribuable communal, évidemment. Donc, le premier des mots français, la dépense publique. Ensuite, les normes. Et vous en avez à peu près 4000, dont vous savez parfaitement qu'elles sont en train d'asphyxier le bâtiment, la maison individuelle. La maison individuelle, on avait fait, nous, dans mon département, l'évolution sur une dizaine d'années, c'est entre 40 à 50% de coûts supplémentaires. Certains me disent, je ne suis pas un spécialiste, qu'au niveau national, certains disent qu'en 15 années, on a doublé à peu près les coûts de la construction. Alors, il y a une partie terrain et il y a à peu près moitié, 2/3 qu'on peut attribuer aux normes. Toutes les normes au sens général du terme. Cette statistique-là, je n'en suis pas sûr parce que je ne l'ai pas directement calculée, mais je peux vous dire que dans nos départements, sur 10 ans, c'est au moins 40%. Et 40% de plus, dans ces 40%, les 2/3 de l'augmentation, vous pouvez l'attribuer aux normes. C'est clair. J'ai en Maine-et-Loire un ami qui connaît bien les entreprises de bâtiment, M. Griffon, je peux vous assurer qu'il me l'a souvent confirmé. Bien. Le troisième facteur, qui est un des mots français, c'est qu'on
on ne peut pas aborder les choses en France sans les aborder d'un point de vue idéologique. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a d'idéologique dans le bâtiment? Je peux vous dire que quand vous regardez les textes de loi, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus idéologique que les textes qui régissent l'urbanisme. Il n'y a rien de plus idéologique que les textes qui sont derrière les lois qui ont été votées ces dernières années. Plusieurs courants de pensée en France détestent la maison individuelle. Ils voient la maison individuelle comme une sorte d'acmé, de paroxysme de l'individualisme, de l'esprit petit propriétaire, de l'esprit capitaliste rapporté à la famille, si j'ose dire. Et quand vous allez voir ce qu'il y a derrière des textes comme la loi SRU, la loi Allure, vous avez à l'œuvre un certain nombre de ces traits idéologiques, de ces choix qui sont des choix éminemment politiques, qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais qui considèrent qu'il faut absolument 25%, par exemple, le logement social, à partir d'un certain nombre d'habitants. Quel est le pays? Attendez, on veut en France, on peut aider les familles, on peut aider les gens qui ont besoin d'accéder à un logement correctement, évidemment, sans pour autant nécessairement passer par des chiffres pareils. Un quart de la population logée dans des logements sociaux. Donnez-moi en Europe un pays où le chiffre est comparable. Vous n'en trouverez pas. Ou peut-être un ou deux, mais pas plus. Donc, vous voyez qu'on a à la fois une crise du bâtiment. Cette crise, elle est sans doute le produit de la crise, mais je pense que cette crise-là, elle révèle, plus que les crises d'autres secteurs, des mots qui sont des mots français. Par la dépense publique, par l'asphyxie normative et par les choix idéologiques qu'on a faits depuis des dizaines et des dizaines d'années. Avec cette idée d'une forme de collectivisation, contraire évidemment au mouvement d'accession à la propriété de la maison individuelle. Et aujourd'hui, on est au bout du bout. Et je pense qu'en 2017, s'il n'y a pas une nouvelle approche, on ira dans le mur. On ira dans le mur. Même s'il y a demain un regain d'activité, même si vous avez l'alignement des astres, il faut se méfier. Moi, j'adorerais que les taux restent bas très longtemps. Mais les taux, vous les avez observés comme moi, ils ont un peu frémi, notamment les taux souverains sur les dettes publiques. Le pétrole, il était à 45 $ en début d'année, et désormais, je n'ai pas regardé ce matin, à 60 et quelques. Quant à l'euro, il a frôlé il y a 2 mois la parité avec le dollar, il a remonté un peu. Donc on sait parfaitement que le mouvement des astres, c'est un mouvement, et qu'on ne peut pas attendre une croissance comme on attend le soleil à Terra Botanica après la pluie. Ce n'est pas un problème météorologique, l'économie. Ça se construit une croissance, avec des réformes courageuses, pas du bricolage. Alors, pour ce qui concerne l'expérience que j'ai pu avoir, et c'est vrai, je viens d'un département qui est sans doute un des départements de France, où l'accession individuelle, c'est l'aspiration d'un très grand nombre de familles vendéennes. Je pense qu'en France, on doit être à 56%. En Vendée, on est à 74 ou 15%. On est de très très loin d'en vendre beaucoup de départements. Je pense que quand on approche le logement, il ne faut pas le faire de façon idéologique. Il faut d'abord écouter ce que veulent les gens. Qu'est-ce que veulent les Français pour se loger? Très préférentiellement, quand vous avez des sondages, on est entre 70 et 80%, voire parfois plus, mettons 75%. Ils vous répondent que pour eux, l'accession à la propriété, la maison individuelle, c'est leur vœu, c'est leur souhait. Derrière ce souhait, il y a sans doute le souhait de la propriété. La propriété, c'est quelque chose de protecteur. C'est quelque chose de protecteur. Quand on a un bien à soi, on sait que pour l'avenir, ça peut être une garantie. Pour l'avenir, par exemple, ce sont les retraites. S'il y avait un peu plus d'ailleurs d'accession sociale dans les logements sociaux, vous auriez une catégorie
On a pu calculer qu'au cours d'une vie, un locataire d'HLM, c'est à peu près 300 000 euros. Ben, si ces 300 000 euros étaient à lui, au moment de la retraite, même s'il doit en changer, etc., il pourrait vendre, quitte à loyer, avoir un loyer ensuite, mais avec ce capital qu'il pourrait réaliser, au moins, il assurerait une forme d'indépendance ensuite pour sa retraite. Donc la propriété, l'accession à la propriété, c'est en même temps l'accession à un statut de propriétaire qui est une forme d'assurance, assurance contre les aléas de la vie. Ça, c'est la première chose. Je pense que derrière cette idée, il y a en même temps une question d'indépendance. Quand on est propriétaire, on est chez soi. On est indépendant. On est un peu capitaine de son destin. On essaie de maîtriser sa vie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et je crois que si demain on veut une France qui se prenne en charge, si on veut une France qui ne soit pas une France assistée, et si on veut des Français qui aient, si j'ose dire, ce tempérament à la fois un peu d'audace, de risque et du goût de l'effort, et je pense que très majoritairement nos compatriotes sont sur cette ligne-là, je pense qu'il faut encourager ces qualités qui sont des qualités, si j'ose dire, foncières d'un peuple qui a envie de se battre, qui n'a pas envie de vivre accroché à la puissance publique. La puissance publique, ça y est, il n'y a plus d'argent. On s'endette encore, hein, ça continue, les déficits augmentent, mais on arrive au bout du bout. Donc, il y a une sagesse paysanne, populaire, dans ce souhait, dans ce vœu d'accéder à la propriété. C'est très très clair pour moi. Donc, si vous voulez, la première chose, quand on veut avoir une politique du logement, c'est non pas de se référer à telle ou telle idéologie, égalitariste ou collectiviste ou autre même d'ailleurs, peu importe, qu'il y ait des gens qui souhaitent louer, très bien. Si c'est leur souhait, je ne vois pas pourquoi, moi, Bruno Retailleau, élu, j'irais contredire ce souhait. C'est la liberté. Sauf que écouter les gens, c'est justement leur permettre d'accéder à la propriété. Alors, ensuite, que peut-on faire? Vous avez intitulé mon intervention à partir de l'expérience sur le foncier que j'ai pu avoir en Vendée. Il y a, je pense que si on veut, et sans aller trop sur une politique nationale, je pense qu'on ne relancera pas le logement durablement si on ne relance pas l'économie durablement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a sans doute des mesures sectorielles, type TVA réduite, sur l'acquisition, si on veut favoriser, comment dirais-je, cette accession à la propriété, la maison individuelle, on peut parfaitement concevoir un taux qui soit un taux plus réduit. On voit bien que de toute façon, quand il y a une crise, on en parlait tout à l'heure, en Pays de la Loire, sur une dizaine d'années, c'est à peu près 200 millions, je crois, de TVA qui sont partis en fumée. Donc, si on relance la construction, on aura, même avec un taux le plus bas, on peut avoir finalement sur une assiette plus large, avec un taux inférieur, une relance et finalement un produit fiscal qui, au bout du bout, est meilleur. Bon. Donc, il peut y avoir des mesures sectorielles. Mais je pense qu'en France, permettez-moi de vous le dire, on en crève des mesures sectorielles. Autant je suis favorable sur cette idée de la TVA, autant moi je pense qu'on améliorera le sort de tous les secteurs si on libère l'économie. Le problème du Code du travail. On a proposé, nous, le Sénat, dans la loi Macron qui va revenir au Sénat dans quelques jours, un contrat de mission. Cette idée d'avoir un contrat qui dure le temps que dure la mission. Comme les contrats de chantier d'ailleurs dans le bâtiment. Sortir des 35 heures. Ceux qui veulent rester dans les 35 heures, ils restent. Ceux qui veulent en sortir, en sortent, à condition qu'il y ait un accord dans l'entreprise. Accord défensif, accord offensif. Les seuils. Est-ce que c'est supportable d'avoir en France 2/3 de plus d'entreprises en dessous le seuil de 50 plutôt qu'au-dessus et à moins de 100 salariés? Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous franchissez ce seuil, vous savez comme moi que vous tombez dessus 35 contraintes administratives qui représentent 4 ou 5% de la masse salariale en coûts supplémentaires. Donc on a proposé le doublement des seuils de 10 à 20, de 50 à 100. Le lissement, alors le Premier ministre
fait une annonce l'autre jour comme quoi cette mesure-là, il souhaitait la reprendre dans la loi Rebsamen. Le lissement sur 3 ans. C'est-à-dire quand vous rentrez dans le seuil, vous avez 3 ans petit à petit pour l'appliquer. Mais ce n'est pas suffisant. Tant qu'on n'aura pas déverrouillé les choses, voilà, le dispositif Hamon. On a inventé, M. Hamon a inventé un seuil inversé. Qu'est-ce que c'est qu'un seuil inversé? Parce que généralement, un seuil, c'est un seuil plancher. C'est-à-dire que vous franchissez le seuil et les contraintes s'appliquent à partir du seuil. Tandis que sur le dispositif de M. Hamon, vous savez, pour informer les salariés en cas de transmission de l'entreprise, etc., lui, il dit, c'est un seuil qui sera un plafond. C'est-à-dire tous ceux qui ont moins de 250, l'obligation porte sur les entreprises de moins de 250 salariés. C'est fort, hein? Et on proclame tous les jours qu'on veut libérer, simplifier. Un autre exemple, le compte pénibilité. Le compte pénibilité. Le Sénat l'avait supprimé au mois de novembre. On a abordé le texte de M. Macron. On s'est dit, on va encore proposer la suppression, mais ils vont nous le réintroduire. Donc, on a proposé que le compte pénibilité, écoutant un certain nombre de syndicats français, d'entreprises, on s'est dit, on va supprimer la fiche individuelle, qui est Kafka, c'est terrible, et on va reprendre sur les 10 critères les 3 qui ne posent pas de problème, sur lesquels tout le monde s'accorde, sur les horaires atypiques, le travail hyperbare dans le froid, la nuit, bon, ok. On l'a proposé dans le texte de M. Macron, il a refusé, mais ça va finalement aller dans le texte de M. Rebsamen, tant mieux. Je reviens à mon fil. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'amélioration générale, y compris de votre secteur, de la maison individuelle, s'il n'y a pas une amélioration de l'économie. Il ne peut y avoir d'amélioration de l'économie si on prend des mesures, et celles que je vous ai annoncées sont des mesures, parce que pour l'instant, on ne prépare pas un programme d'alternance. C'était dans le cadre d'un texte présenté par le gouvernement actuel. Donc c'était des avancées. Ces avancées ne sont pas des ruptures. Il faudrait sans doute aller plus loin. Mais ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être capable de faire en sorte d'enlever un certain nombre de normes. Et moi, j'ai observé ce sur quoi M. Cameron, dans une période difficile, s'est fait réélire. Est-ce que vous savez que une partie de son programme sur lequel il s'est fait élire, c'est la réduction des normes, la réduction des lois, la réduction des règlements. J'ai demandé à son ambassadeur, qui est en France, de venir nous expliquer comment les Anglais allaient s'y prendre, quels mécanismes ils avaient prévus. Il va venir dans mon groupe, enfin devant mon groupe dans 15 jours au Sénat pour nous expliquer ce que les Anglais, moi je pense qu'on ne peut pas toujours réinventer l'eau chaude. De temps en temps, autant piquer quand il y a de bonnes idées chez les voisins, on verra si c'est applicable ou pas. Mais ça, c'est le deuxième point. Parce que sinon, les Français dont le pouvoir d'achat a progressé, mais dont le prix de l'immobilier a augmenté, en tout cas l'acquisition a terriblement augmenté, ne pourront plus se payer des maisons individuelles à l'avenir si on alourdit de façon artificielle le coût, notamment de la maison individuelle. Et puis, il y a évidemment, dans toute cette partie-là, tous ces textes que vous connaissez bien, les SCOT, les plus évidemment, le CRCE d'ailleurs, le schéma régional de cohérence écologique. Là encore, ça c'est un monument, ça. Je ne suis pas sûr qu'en Vendée, il y ait une commune qui ait donné un avis favorable. Je ne sais pas. Je cherche toujours la commune qui ait donné un avis favorable. En Maine-et-Loire, ben voilà. Donc vous voyez, Maine-et-Loire négatif. Non mais on a des idéologues qui nous pompent des schémas. En plus, c'est un schéma qui, le tram bleu, tram vert, vient d'ailleurs d'un texte que la droite avait, M. Borloo, sur le Grenelle, avait voté, mais appliqué dans un schéma de façon complètement obtuse. Donc, il y a tout ça à toiletter. Ce que je veux dire par ailleurs sur ces textes-là, c'est que si on n'arrive pas soit à les détricoter ou à les vider de leur sens, on ne pourra pas relancer durablement l'urbanisme au sens général. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en France, vis-à-vis des, je ne sais pas s'il y a des élus qui sont ici, l'urbanisme est sans doute le nid à contentieux le plus terrifiant pour les élus. N'importe quel avocat un peu pointu peut vous prendre
un dossier pour le faire capoter ou alors pour vous faire traîner des années et des années. Ce qui fait que pour beaucoup d'élus, quand on fait un projet d'urbanisme, on le pense non pas en termes de projet, c'est-à-dire qu'est-ce que veulent les habitants, comment on fait pour que dans ma commune, on vive mieux. Comment on fait pour que dans ma commune, on vive mieux? Un projet d'urbanisme, c'est pas ça. C'est pas appliquer des règles. C'est d'abord offrir aux uns et aux autres un espace de vie en commun où on arrive, si j'ose dire, à être les uns avec les autres le mieux possible. Eh bien, aujourd'hui, l'urbanisme, ça n'est plus justement essayer d'inventer ces projets-là, mais déjà appliquer des règles. C'est-à-dire qu'on conçoit des projets d'abord en essayant d'appliquer les règles. C'est terrible. Bon. Et enfin, moi je pense qu'il y a un secteur qui est ce secteur, votre secteur, extrêmement innovant, avec la domotique, avec des nouveaux matériaux, avec la transition énergétique. Je pense que ça offre un champ pour vos entreprises d'innovation exceptionnel. Et vous verrez, je pense qu'on n'en est qu'au début. Je pense que votre secteur en profitera, à la condition que ce ne soient pas des normes. Je parlais tout à l'heure de la norme sismique qui soit trop contraignante, à condition que ce ne soient pas des normes stupides. Regardez la réglementation 2012 qui a voulu finalement défavoriser l'électricité parce que derrière, il y avait sans doute, je ne les citerai pas, des grands groupes français, internationaux, qui ont demandé au ministre de tenir la plume pour que l'électricité, le mode de l'électricité, qui est pourtant, en plus en France, une énergie décarbonée, soit moins avantageuse. Eh oui, là encore, on a renchéri. Bon. Mais je pense qu'il faut que, notamment pour les élus, on puisse avoir un urbanisme, une politique d'urbanisme responsable. C'est ce qu'on a essayé de faire en Vendée. On avait une caractéristique en Vendée, c'est que par rapport au Maine-et-Loire, par exemple, pour construire le même nombre de mètres carrés, on consommait 2 fois plus d'espace. L'espace, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. J'ai montré un certain nombre d'images satellites qui sont depuis très peu, enfin 20-30 ans, et on voyait les tâches s'élargir. Et moi, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut rester sur cette idée de l'accession, qui est dans le tempérament vendéen, mais en même temps dire aux élus, petit à petit, il faut essayer de réformer notre façon de construire. On ne prend pas un champ à vaches pour en faire un champ à maison. On est d'accord, ça ne marche pas. Encore une fois, l'urbanisme, c'est une façon d'être ensemble. Bon. Et on a été sans doute un des premiers départements à développer un programme en 6 points. Je ne veux pas trop vous arroser de ces mesures, de ces actions, pour dire aux maires, notamment, il y a une culture à changer. On peut parfaitement construire, on peut parfaitement, y compris d'ailleurs en densifiant les centres-bourgs, mais y compris en occupant un espace périphérique au centre-bourg, à condition, à chaque fois, de penser de façon non pas quantitative, mais de penser en qualité de vie, pour relier le centre-bourg à la périphérie, etc., et en essayant d'être intelligent, et d'avoir du bon sens. Moi, je pense que par ailleurs, quand on n'imposera pas les mêmes normes en France, comment voulez-vous développer une politique du logement en France si tout est conçu comme un jardin à la française? Non, il y a le secteur rural, il y a le secteur périurbain, il y a le secteur des petites villes, des plus grandes villes, des très grandes villes. Eh bien, l'urbanisme doit être pensé en fonction du souhait des gens, et l'urbanisme doit être pensé de façon différente pour s'adapter au territoire. Moi, ce que je veux demain, c'est une France, la France de ses terroirs, et on ne doit pas construire de la même façon dans le sud de la France, en Alsace, dans le centre de la France, dans le nord, à Paris, ou à Angers, ou tout près d'Angers, à Avrier. Pour moi, c'est une évidence. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous représentez un secteur important. Je pense qu'il y a eu quelques coups sur la tête depuis quelques années. Ça a mis en cause, ça a mis en difficulté des entreprises, ça a mis en difficulté l'emploi. Je parlais de 18 000 emplois sur une dizaine d'années pour nos 5 départements, pour la région des Pays de la Loire. Ça n'est pas rien, ça n'est pas rien. Je pense que là, il y a un frémissement, mais je crois fondamentalement que les choses s'amélioreront sans doute avec, une ou deux mesures sectorielles bienvenues, 2, surtout des mesures générales pour libérer l'énergie en France des entreprises, et donc du coup des ménages, parce qu'il y aura de l'emploi en plus, il y aura du salaire en plus, et donc on pourra faire construire des maisons individuelles en plus.
Et enfin, il y a une nouvelle façon de construire qui ne doit pas être dictée d'en haut, qui doit s'adapter à nos territoires, sans trop de normes, mais en essayant de faire vivre, faire respirer nos différents territoires et pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Et puis, je ne sais pas s'il faut répondre à des questions. Vous me direz. Monsieur Retailleau a eu la sympathie de bien vouloir répondre à quelques questions de la salle. Patrick, je pense que vous aviez une question à poser? Non? J'ai mal compris. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser alors par rapport à cette intervention? Dans le budget du logement, qui effectivement c'est 40 milliards d'euros, c'est énorme. Il y a quand même toute la partie APL. Et APL, c'est quoi? C'est de l'aide que l'on donne au logement, mais en fin de compte, ça sert aussi bien à se loger qu'à remplir son frigidaire, j'allais dire. Donc on est quand même un petit peu, je pense, et notamment, et je profite de votre présence pour soulever le fameux problème de l'APL accession qui a été supprimé dans un premier temps dans la loi de finances, on a donné un sursis à une commission parlementaire qui vient de rendre son rapport, un rapport qui justement préconise de ne pas supprimer l'APL accession, qui ne coûte que 19 millions d'euros et qui représente à peu près 10 000 maisons. 10 000 logements. 10 000 logements. Donc, je sais, je connais votre position, bon, sûr. Je peux la redire. Hein. Mais simplement, sur le logement, je trouve que c'est quand même dommage qu'on parle toujours du budget de logement, 40 milliards d'euros, dont, effectivement, l'APL, et plus l'économie va mal, moins les gens ont de moyens, et plus l'APL augmente, en fin de compte. Donc, c'est non productif. Vous avez complètement raison. Sur les 40 milliards d'euros, il faut compter à peu près 50%, il n'y a pas que l'APL, mais grosso modo, 50% en aide individuelle et 50% politique du logement au sens où vous l'entendez. Vous avez absolument raison, simplement les APL sont à bout de souffle. Je pense qu'en France, alors ça, c'est tout un parti, enfin je veux dire, c'est l'assistance, je crois, en tout cas moi je suis favorable demain à la création d'une allocation unique en France. On évitera énormément de fraude parce que dès lors qu'on aura une allocation unique, on pourra, en fonction de la situation de la personne, ajuster mieux l'aide. Et comme on aura un dossier unique, on aura un fichier unique. La CNIL nous interdit aujourd'hui de croiser les fichiers. Eh bien, avec une allocation, on verra ceux justement qui vivent, je suis désolé de vous le dire, au crochet de la société. Et pour ce qui concerne l'APL, vous connaissez, parce qu'au Sénat, on a été vivement contre, on s'est opposé évidemment. L'Assemblée nationale à l'époque, en loi de finances, avait eu le dernier mot, mais l'APL accession, ça ne coûte rien. C'est franchement, alors ça ne coûte rien, je peux même vous dire que ça rapporte, si vous mettez en fonction des maisons la TVA, même si c'est réduit, même si on pratique un taux réduit, et avec les 19 millions, il n'y a pas de problème. Eh ben exactement, de 100 millions, c'est largement équilibré. Donc c'est gagnant-gagnant, gagnant pour les ménages, les familles françaises, gagnant aussi, je crois, pour l'aspect fiscal. Une autre question? Pierre, peut-être? Non? Madame Caron? Non? Pas d'autres questions? Petite remarque de ma part qui va vous paraître un petit peu dans le détail, mais OK pour la diminution de TVA si ça peut aider à faire accéder à la propriété. L'annoncez pas trop tôt, que les gens bloquent pas la construction pendant un an, quoi. C'est juste une petite remarque de transition, parce qu'effectivement, on est là-dessus. Moi, ce que j'avais apprécié, vous en avez pas parlé, mais c'est normal, le temps a été compté, sur la dynamique de la Vendée, c'est toute la dynamique qui correspond pas seulement à une politique du logement, mais à une politique du logement liée à la politique de l'emploi. Est-ce que ça vous ennuie de revenir 2 minutes sur cette adéquation qui est forcément un modèle atypique? Oui, je pense que tout est lié. Et s'il y a le logement, c'est quelque chose d'intimement lié à la vie personnelle et à la vie familiale. Quand vous avez une politique du logement, vous entraînez en même temps une politique de l'emploi, une politique d'aménagement du territoire, une forme de politique sociale, etc., etc. Le département a une caractéristique, c'est qu'on a toujours lutté contre la désertification rurale, parce que c'est un département dynamique et qu'on a pratiquement des entreprises dans quasiment toutes les communes, au moins des entreprises artisanales, sauf une. Donc, pas de désert rural et pas de concentration urbaine. Phénomène de banlieue, on ne connaît pas. C'est un département qui est relativement dense. C'est le 3e département français pour la démographie. Donc, c'est une démographie qui attire dans la mesure où
sur 80% des nouveaux, c'est des gens qui viennent des départements extérieurs, de l'Île-de-France, beaucoup, et un peu plus de 15% sur le solde décès natalité et décès. Donc une démographie qui est très attractive. Mais c'est un modèle d'équilibre dans la mesure où la répartition de l'emploi, qu'on a toujours encouragé, on n'a jamais voulu créer d'immenses zones. On a créé par exemple des Vendéopoles avec les autoroutes, qu'on a dispersé à peu près 1 pour 2 cantons avec une redistribution fiscale, en encourageant en même temps les usines à la campagne, y compris des petites zones d'activité artisanale dans chaque commune, pour que finalement les gens trouvent tout près de leur domicile, parce qu'on est des gens, comme vous savez, nos départements se ressemblent. On aime nos racines, on en est fiers de nos racines, on est fiers de nos départements. Comme on a des racines, le Vendéen, mais je pourrais dire ça aussi des autres départements, le clocher, le terrain de foot, la mairie, etc. Ça dessine un espace qui est un espace auquel on est très attaché. Et donc, on retrouve la proximité de l'emploi, la proximité des équipements, y compris la proximité, une politique du logement qui s'accorde bien sûr avec cette politique d'équilibre du territoire. Et je crois que c'est un département qui se distingue par cet équilibre du territoire, équilibre des activités économiques, équilibre du logement, équilibre aussi des tempéraments, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question de la salle? Non. Ben écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci et puis bonne continuation et gardez le moral, les choses vont aller mieux, j'en suis sûr. Ce n'est pas seulement une pétition de principe.